pour votre intervention. Maintenant passer on va maintenant passer à la partie 3. Alors, pour le coup, sans faire de pause, hein, pour le coup, sur le DER, hein, et la Covid-19 et l'impact de la crise qu'on a tous, oui, qu'on vit tous encore aujourd'hui. Donc, je vais proposer à Monsieur Bruno Baumann, effectivement responsable du pôle prévention GIST 44, hein, un groupement interprofessionnel de santé au travail de Saint-Nazaire, de nous, je dirais, de nous parler, de nous présenter en fait les conditions particulières et l'impact en fait que cette crise sanitaire a eu sur la prévention au sein de l'entreprise et donc sur le document unique des risques. Très bien. Donc du coup, effectivement, quel est l'impact sur le... Vous pouvez passer la slide suivante. Merci. Quel est l'impact? On va d'abord aborder les différents changements qu'il y a eu très rapidement, voir les impacts sur le document unique, et puis après, comment on fait concrètement sur le document. Donc pour aborder les changements, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un nouveau virus. Alors je dis nouveau virus parce qu'en fait, il y a déjà des virus, hein, la grippe, ce genre de choses. Par contre, jusqu'à présent, c'est vrai qu'on en tenait assez peu compte, sauf dans des activités particulières, notamment médicales, dans le document unique. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi comme changement qui peuvent être aussi dépendants pour les mises à jour? C'est des changements de réglementation ou de consignes, en tout cas officielles, concernant, nous, pour ce qui nous concerne pour le Covid, les protocoles nationaux, les guides de conseil et de bonnes pratiques, les fiches métiers que les entreprises étaient fortement conseillées de suivre. Donc le souci, c'est qu'on a eu des informations évolutives sur le virus et on a eu des préconisations qui étaient aussi extrêmement évolutives derrière. Donc forcément, en termes de mise à jour, presque pas chaque semaine, mais quasiment tous les mois, on aurait dû presque mettre à jour notre document unique. Donc pas simple en termes d'organisation. Cette crise a également concerné forcément votre entreprise, mais vos prestataires, vos fournisseurs, vos clients, vos salariés, et tout ça va avoir un impact dans votre évaluation des risques, puisque vos fournisseurs vont avoir changé de pratique, les prestataires vont vous demander des exigences particulières ou vous allez demander des exigences particulières à vos prestataires. Les clients, quand ils avaient le droit de revenir dans votre entreprise, il y avait potentiellement des choses qui devaient être faites pour éviter euh, pour vous que la contamination du Covid vienne jusqu'à dans votre entreprise. Et les salariés, on le verra tout à l'heure, mais en termes de perception, ils ont eu aussi des contraintes qui ont eu un impact sur votre entreprise. On verra par exemple le confinement, l'arrêt des écoles, ce genre de choses. Donc, Covid-19, la Covid-19, un nouveau danger à prendre en compte. Mais comme j'aurais tendance à dire, comme les nanomatériaux ont pu l'être à un moment donné, les champs électromagnétiques, on s'aperçoit que dès qu'on a un nouveau danger, il y a une différence de perception. Est-ce que c'est vraiment dangereux? C'est quoi le risque? Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois. Des personnes qui sont particulièrement inquiètes, d'autres qui ne le sont pas. Quelles sont les mesures de prévention adaptées? Est-ce que ça protège? Est-ce que le masque est protecteur? Ça, on en a eu tout un débat. Les mesures de désinfection, qu'est-ce qu'il faut vraiment mettre? Et comme on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple d'une entreprise ici, comment en contrôler l'efficacité? C'est-à-dire que c'est bien beau de dire on va mettre ces mesures-là, mais est-ce que c'est vraiment protecteur ou pas pour notre entreprise? C'est également un changement imposé, un danger imposé, au même titre que les intempéries ou la pollution extérieure. C'est-à-dire que ça ne vient pas de votre activité propre. Et ça, c'est toujours un peu plus compliqué de savoir quelle est la place de l'entreprise par rapport à ces risques-là. Puisque, effectivement, en termes de prévention, des fois, ça peut être un peu limité. Vous n'allez pas arrêter la pandémie vous-même, comme on ne va pas pouvoir bloquer un orage, ce genre de choses. Et donc, souvent, on a tendance à se rabattre sur de la protection, de la réparation, c'est-à-dire comment on fait pour que puisse protéger nos salariés d'eux,
donc en leur mettant un masque, en mettant du gel hydroalcoolique partout, ou en réparation, comment je gère un cas Covid dans mon entreprise, procédure de désinfection, ce genre de choses. Cependant, on peut quand même faire de la prévention. Comme pour les intempéries, on peut prévoir une procédure en cas d'intempérie, arrêt du chantier, qu'est-ce qui se passe, ce genre de choses. Là, pour le Covid, c'est pareil, on verra que il y a quand même des choses qui peuvent être faites. Le changement, ça a aussi changé notre activité. Vous avez été obligé de mettre de la distanciation sociale. Vous avez été obligé de mettre de la distanciation entre les personnes. Donc, par exemple, si vous aviez des personnes qui avaient deux personnes dans un bureau, souvent, soit vous avez été obligé de mettre des protections supplémentaires, soit essayer de changer l'organisation. La circulation dans les bâtiments a évolué. La désinfection qui n'existait pas forcément, qui a été mise en place. Des déplacements extérieurs qui ont été limités. La mise en place ou l'augmentation du télétravail dans votre entreprise. La fermeture au public pour certains établissements. Tous ces changements d'activité vont avoir un impact sur votre mise à jour de votre document unique. Il y a aussi des changements sur le vécu de chacun. L'isolement, l'incertitude, la peur du virus, la peur de perdre son emploi, tout ça va avoir aussi un impact sur votre évaluation des risques, notamment sur les risques dits psychosociaux. Comment on va le retranscrire dans votre document unique? En fait, on ne va pas changer les habitudes. On va identifier ce qui a changé, prendre en compte tout ce qui a été déjà fait, évaluer les risques avant de hiérarchiser vos situations et prioriser ce qu'il reste à faire dans votre entreprise. C'est la démarche classique, identification des risques, évaluation de tout ce qui a déjà été mis en place, donc les mesures de prévention déjà existantes dans votre entreprise, ce qui permet d'évaluer les risques une fois la prévention et la maîtrise abordées, ce qui permet de dire c'est quoi les situations qui sont prioritaires chez vous, et donc du coup de définir votre plan d'action derrière avec un certain nombre de priorités. Donc, dans les impacts, il faut bien prendre en compte qu'il y a celles liées au virus, qui, d'un point de vue sur le document unique, comment ça se traduit, c'est souvent l'ajout d'une ligne ou la modification d'une ligne risque biologique, si elle existait déjà dans votre établissement. Il va y avoir toutes les modifications de l'existant, où là, on va plutôt être souvent amené à changer les fréquences, les gravités ou les moyens de prévention mis en place. Mais il peut y avoir aussi des nouvelles activités qui vont nécessiter l'ajout de lignes ou même carrément d'unités de travail, parce que certains ont été obligés de changer leur activité à un tel point que c'est pas juste le magasinier qui a une opération supplémentaire à faire, mais potentiellement c'est carrément une activité qui n'existait pas avant dans l'entreprise et qui mérite carrément l'unité de travail, la définition d'une unité de travail en elle-même. Donc on va essayer de détailler un peu tout ça. Et donc pour celui lié au virus en lui-même, il faut prendre en compte deux particularités. C'est les personnes extérieures qui peuvent vous amener le virus, que ce soit les clients, les usagers ou les patients, suivant votre activité. Donc là, on va essayer de gérer les flux, comment on les limite, comment on l'organise pour limiter les contaminations, quelle signalisation on a mis en place. Est-ce qu'on a été obligé de mettre des écrans? Est-ce qu'il y a eu de la mise à disposition de masques, de gel, ce genre de choses? Est-ce qu'on a changé, par exemple, on est passé sur rendez-vous alors qu'avant, c'était ouvert en permanence, ce genre de choses? Il y a aussi les prestataires ou les livreurs. Alors là, toujours pareil, on va essayer de gérer les flux, comment on limite les interactions, mais on a aussi des documents qu'il va falloir mettre à jour, qui sont le plan de prévention et le protocole de sécurité. Et puis, il y a aussi des changements pour les personnes internes.
à l'entreprise. Et là, bah, vous avez effectivement un peu plus de contrôle, mais vous avez aussi changé beaucoup plus de choses. Toujours les flux de déplacement, comment on limite, on passe plus par le téléphone qu'aller voir le voisin dans le bureau. Les espaces communs, comment vous les avez gérés, hein, que ça soit les sanitaires, que ça soit les machines à café, ce genre de choses. Le télétravail, bah, qui a dû être augmenté ou mis en place suivant, on y reviendra tout à l'heure, hein, ça fait partie de l'objet de la partie 4. Comment vous avez limité les contacts avec l'extérieur? Potentiellement, bah, utilisation de plus fréquente des visios, conférences, des outils comme Zoom aujourd'hui. La gestion des pauses, notamment pause repas. La mise à disposition bah, de différents équipements. On a vu apparaître beaucoup de masques, beaucoup de gel hydroalcoolique, ce genre de choses. L'information. Il y a eu beaucoup d'informations extérieures, hein, via les infos, via des sources Internet, ce genre de choses. Mais vous aussi, vous avez dû communiquer un certain nombre de choses. On verra tout à l'heure que bah, ça a pu avoir aussi un impact sur vos managers, hein, quelle formation vous avez pu leur donner. Et puis l'importance, encore une fois, de la communication, j'aurais tendance à dire, qui a quand même extrêmement évolué, passant d'une communication souvent informelle entre deux bureaux ou à la pause café, qui n'existait plus ou peu, et donc du coup, qui a été retranscrite via l'envoi de mails ou des téléphones, ce qui a pu perturber un petit peu les échanges. Concernant les modifications, je vous ai donné quelques exemples qui sont absolument pas exhaustifs, hein, mais par exemple, le risque routier, il a dû certainement diminuer pour vous si vous aviez beaucoup de réunions intersites, parce que bah, potentiellement, vous êtes passé en visio pour un certain nombre de réunions, et donc du coup, en termes d'évaluation, la fréquence de ce risque-là va avoir diminué. Donc du coup, le risque global va avoir diminué. Par contre, à l'inverse, le télétravail, s'il était déjà en place, a certainement dû être accentué, ne serait-ce que du fait des obligations, des consignes officielles. Pour une restauration, bah, par exemple, le service en salle a été arrêté. Donc là, on a carrément une suppression du ligne dans votre évaluation des risques. Dans les exemples suivants, je reprends aussi celui de port de charge qui peut être plus facilement oublié. C'est que d'un point de vue organisation, on a dit bah, pour le Covid, effectivement, c'est bien qu'il n'y ait qu'une seule personne potentiellement sur un poste, plutôt que deux avant dans la même zone. Bah oui, mais avant, il y avait de l'aide, l'entraide pour le port de charge lourde. Bah maintenant, il est obligé de le porter tout seul. Donc là, vous allez avoir une augmentation de ce risque-là qu'il faut prendre en compte. La charge mentale, bah, même si l'activité peut être similaire, par exemple le télétravail, hein, pour prendre l'exemple, le contexte actuel de la crise a pu accentuer complètement, changer complètement la donne de ce point de vue, du point de vue de ce risque. La circulation, la modification des flux peut avoir un impact sur les risques. Par exemple, bah, avant, on n'était pas obligé de passer par un escalier pour rejoindre telle zone. Bah, aujourd'hui, on est obligé parce que, bah, effectivement, on a essayé d'avoir un sens de circulation sans croisement, où on passe dans l'atelier alors qu'avant, on n'y passait pas, ce genre de choses. Donc, à prendre en compte aussi dans votre évaluation. Donc, tout ça, c'est des petits exemples, hein, on pourra revenir un peu plus tard au niveau des questions, mais c'est pour vous montrer que cet impact, voilà, cette mise à jour, elle n'impacte pas simplement le risque biologique dans votre entreprise. Une nouvelle tâche, ben, par exemple, la désinfection des postes. Ben, c'est la manipulation de produits chimiques dangereux qui n'existaient pas avant. Je vais vous redonner un exemple. Moi, j'ai eu une entreprise qui, à l'époque, au début de la crise, n'a réussi à se procurer que des mètres cubes de gel hydroalcoolique, qu'elle-même reconditionnait dans des flacons. Ben, cette opération-là, elle n'est pas sans risque, notamment incendie, puisque c'est quand même un produit inflammable qu'elle avait. Et pour faire cette opération-là, elle utilisait une pompe qui était habituellement pour des soupes.
C'était une pompe péristaltique qui permettait de faire un approvisionnement. Bah, la question de savoir est-ce qu'on peut mettre un produit inflammable à l'intérieur, est-ce que les plastiques sont faits pour résister à l'éthanol, bah, c'est des questions qu'il a fallu se poser. La vente à emporter, j'ai plusieurs restaurants qui avant n'en faisaient pas et se sont mis à faire de la vente à emporter pour maintenir une certaine activité. Bah là, il y a tout à revoir parce qu'effectivement, comment le client il arrive, comment je gère toute cette partie-là. Et encore, là, je ne parle pas de livraison, puisque certains se sont mis aussi à la livraison, avec un risque routier qui n'existait pas jusqu'à présent dans cette unité de travail-là, par exemple. Donc voilà un petit peu le tour. Non, c'est bon. On peut passer au comment des différentes modifications. Donc comment on le fait? Ben, on reprend son document unique au final, hein. C'est rien ne sert de tout réinventer. Vous reprenez votre méthode et vous l'adaptez à ces nouvelles situations. Euh, je vous encourage fortement à utiliser ce que vous avez fait. C'est-à-dire que si vous avez un protocole de désinfection distribué aux salariés, pas le protocole de 120 pages fourni par le fournisseur de produits qui prévoit des situations qui n'existent pas chez vous. Vraiment, les éléments d'information que vous passez à vos salariés, la notice de poste, l'affichage que vous avez pu mettre. Quand vous avez un salarié, vous vous êtes certainement posé la question de qu'est-ce que je vais lui dire comme information. Bah, si vous avez une trace écrite de cette information-là, ça peut vous servir dans votre évaluation en disant bah, voilà les différentes consignes que j'ai pu donner à mes salariés. Et puis, vous pouviez vous servir aussi de tout ce qui est guide, protocole et tout, pour être sûr de ne rien oublier dans votre évaluation. Ils ont été quand même relativement, pas exhaustifs, mais ils ont pris quand même un certain nombre de situations euh, en termes d'évaluation. Bah, autant vous en servir pour votre situation à vous. Donc, j'insiste quand même sur le côté que c'est votre évaluation. Avoir un document tout fait qui parle de télétravail, par exemple, alors que vous, chez vous, c'est impossible parce que vous êtes une menuiserie, bah, forcément, l'inspecteur du travail, ça ne va pas le mettre dans les bonnes situations s'il voit des choses qui ne sont pas applicables chez vous. Éviter les mesures de prévention vagues, port des EPI, application des consignes, ce genre de choses, si elles ne sont pas annexées à votre document unique. Parce que si vous mettez port des EPI, si vous ne précisez pas lesquels, quelle garantie, on va dire, d'un point de vue justification, cela peut apporter pour devant un tribunal derrière en disant bah oui, mais port de EPI, oui, je portais mes gants. On sait très bien que les gants pour le Covid, par exemple, c'est pas efficace. Évitez les références à des documents inexploitables ou inexistants. Effectivement, il y a certains documents quasiment tout faits qui parlent de protocole de désinfection. Si vous ne l'avez pas élaboré chez vous, bah, ça vous met en défaut quand on va vous le demander. Donc, c'est plutôt de mettre en place bah, la consigne de désinfection que vous avez donnée à vos salariés en disant, bah oui, effectivement, à chaque fois que vous allez aux toilettes, vous désinfectez les poignées, les tout, avec le produit désinfectant que vous avez mis à disposition. Donc en synthèse, je dirais vraiment l'important, c'est pas de se limiter au risque biologique. Bien sûr, il faut le prendre en compte, hein, clairement. Et puis je pense qu'il apparaîtra désormais comme un risque présent, hein, même si ça sera pour mettre la grippe ou autre risque biologique avec une gravité beaucoup plus faible. C'est une mise à jour, c'est pas un nouveau document. Donc ça, je pense que c'est aussi important, hein, c'est la mise à jour pour le Covid, c'est pas forcément. Au début, on aurait pu penser qu'on pouvait mettre une annexe. Nous-mêmes, on en avait proposé une à nos adhérents. On s'aperçoit que non, c'est une vraie réévaluation qu'il fallait faire parce que bah, ça dure dans le temps et que ce risque n'est pas limité simplement justement au biologique. Il a revu toute l'organisation de votre entreprise. Personnaliser et utiliser l'existant.
Ça sert à rien de refaire des documents et de saisir ce que vous avez déjà saisi. Utilisez ce que vous avez déjà mis en place et tracez ce que vous avez fait. C'est vraiment important de garder la trace de toutes les minutes de sécurité que vous avez mis en place avec vos salariés, tous les documents que vous leur avez transmis, ce genre de choses qui sont autant d'éléments de preuve et autant d'éléments qui peuvent vous aider à cette mise à jour. Donc voilà, j'espère avoir fait à peu près le tour pour cette partie-là. Alors, j'ai fait rapide justement pour profiter, parce que pour moi, c'était plus dans l'échange que ça sera pertinent pour vous, à mon avis, de répondre à vos attentes. Merci beaucoup, Monsieur Bowman. Je me permets de réagir tout de suite. Euh, on a eu quand même une expérience de crise sanitaire, alors qui n'a pas du tout de la même ampleur, hein, qui était la grippe H5, enfin H1N1, H1N1. exactement. Pour vous, est-ce que cette expérience a eu un impact sur le traitement effectivement de la situation de la crise Covid aujourd'hui, et notamment dans le cadre du document unique? Alors, en d'autres termes, est-ce que les documents uniques que vous avez pu voir ou les entreprises que vous avez pu rencontrer avaient déjà intégré ce risque biologique avant? Alors, assez peu, clairement. La le document potentiellement existant qui a permis, dont on a tiré une leçon du H1N1, c'était potentiellement le plan de continuité d'activité. C'est-à-dire que quand on a redit aux personnes que, attention, il pouvait y avoir des personnes qui, voilà, pouvait y avoir un changement d'organisation et des personnes mises en arrêt pendant cette période-là, le plan de continuité d'activité qui avait été potentiellement, on l'a ressorti du placard. Et on s'est aperçu qu'effectivement, à l'époque, oui, c'est vrai que c'était pertinent de dire que bah oui, mais si cette personne-là, elle est plus dans l'entreprise ponctuellement, potentiellement, ça met en arrêt mon entreprise. Donc, il faut peut-être que je prévoie que quelqu'un d'autre ait accès, par exemple, à tel document ou à tel logiciel pour pouvoir que mon entreprise ait continue à fonctionner avec avec un nombre réduit de personnel. Sinon, nous, dans la plupart de nos entreprises, malheureusement, non, il n'y a pas eu de vraie notion de retirer. Ou peut-être qu'on les a pas vues parce que justement, elles s'en sont bien tirées toutes seules et voilà. Nous, le problème, hein, c'est que on est intervenu sur ceux qui nous ont demandé de l'aide, hein, clairement. On a fait du phoning pour demander si certaines catégories de personnes pouvaient avoir besoin d'aide. Mais clairement, je pense que celles qui auraient pu en tirer des leçons, c'est plutôt les grandes et qui avaient déjà des personnes ressources en interne. D'accord, très bien. Alors, ça va dérouler ma deuxième question, finalement. Euh, pour vous, qu'est-ce que cette crise va, je dirais, quel est l'avenir finalement, enfin, quels éléments vont être utilisés ou vont continuer à s'appliquer dans le cadre de la gestion de la prévention des risques en entreprise, hein, demain, plus principalement, et quels seront finalement les enseignements que pourront en tirer les entreprises sur alors, la mise à jour de leurs documents uniques, mais en plus globalement sur la prévention des risques en entreprise. Oula, vaste question. Euh, alors, sur la démarche, j'aurais tendance à dire que pour nous, c'est plus le côté un peu proactif hein, qu'on a pu s'apercevoir d'intervenir dessus. Je pense que pour les entreprises, ça peut être aussi le côté définition de personnes référentes. On a été obligé de définir un référent Covid. J'espère que demain, on s'apercevra que pour les salariés désignés compétents, ça a aussi du sens d'avoir une personne parmi les salariés qui a aussi un point de vue à apporter pour le document unique. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de mesures où on appliquait de façon, je dirais, copier-coller le protocole et national et qu'on s'apercevait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas applicables chez nous. Et souvent, c'était quand même des salariés qui leur montaient. Mmh. Parce que il y a ce côté où je pense que
le plus gros enseignement pour le document unique pour nos entreprises, c'est le côté le copier-coller ou la trame générique n'est pas suffisant pour un document unique. Il faut le personnaliser, il faut la mettre en cohérence avec sa propre activité, son propre entreprise. Et ça, il y a eu plusieurs retours qu'on n'avait pas jusqu'à présent de l'inspection du travail sur le sujet. Avant, déjà, quand ils avaient un document unique, ils étaient un peu contents. Ils nous disaient des fois, oui, c'est un peu trop bateau parce qu'effectivement, la personne avait pris une trame, mais n'avait même pas rempli les éléments dedans, par exemple. Donc oui, là, effectivement, on avait déjà des retours un peu dans ce sens. Mais par contre, quelqu'un qui avait déjà mis des situations de travail, habituellement, n'avait pas trop de retours. Là, on a vraiment un retour comme quoi, non, non, faut que ça soit sur des choses qui correspondent à votre entreprise à vous, quoi. Est-ce qu'on a aujourd'hui déjà vu des litiges ou des entreprises qui sont recherchées en responsabilité parce que, par exemple, un salarié aurait contracté le Covid sur son lieu de travail et comme vous le disiez, peu d'entre elles avaient intégré le risque bactériologique dans leur plan de prévention. Est-ce qu'on a déjà des cas comme ceux-là qui sont arrivés? Moi, j'en ai pas vu. Euh, et je pense pas qu'il y en ait eu encore sur le plan épidémiologique. Par contre, sur le plan organisation du travail, Mm. oui. Ouais. Mm. C'est-à-dire des gens qui disent: Ah, mais moi j'ai été en télétravail. Ah, mais en télétravail, on m'a demandé ceci. J'ai dû finir à telle heure. Bon, voilà. Ça, oui. Si, Parce que si je peux me permettre, la difficulté d'un document comme celui-là, c'est toujours où est-ce qu'on s'arrête. Si je devais caricaturer un peu le problème, en France, par exemple, on est un pays qui a énormément de centrales nucléaires. Est-ce que le risque nucléaire devrait figurer dans les plans de prévention des risques des entreprises? Où est-ce qu'on arrête l'analyse des risques potentiels dans ce genre de document? Alors, c'est là où je vous disais tout à l'heure, le risque imposé, hein, entre guillemets, hein, qui est effectivement pas forcément évident à prendre en compte, puisque bah, jusqu'où on va et quelle est la place de l'entreprise là-dedans. Si vous êtes dans le giron du plan de particulier d'intervention d'une centrale nucléaire, oui, vous devez le prendre en compte dans votre document unique. Parce que vous devez avoir, vos salariés doivent avoir bien connaissance de l'alerte, des différents signaux d'alerte, savoir quel comportement adopter. En dehors de ça, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas vraiment une obligation de ce côté-là. Comme on n'évalue pas le fait qu'un avion puisse se cracher sur votre entreprise. Par contre, effectivement, si le côté, par exemple, presque un paratonnerre pourrait presque être à prendre en compte, puisqu'il ne faudrait pas que ça, si vous avez beaucoup de produits inflammables, que ça déclenche un incendie qui puisse mettre en danger vos salariés. Mais effectivement, c'est quelle est la limite? Là-dessus, je suis pas sûr qu'il y ait une réponse ni de prévention ni juridique. Je laisserai Monsieur Salmon sur la partie juridique. En point de vue prévention, c'est vrai que c'est assez compliqué à prendre en compte. La partie juridique, j'ai pas grand-chose à dire parce qu'effectivement, vous avez bien synthétisé les choses. Et c'est vrai que je comprends la remarque et la réflexion, c'est de dire jusqu'où on s'arrête. Mais en réalité, oui, il faut prendre en compte l'environnement tel qu'il est également autour pour que, dans le cadre du travail, les salariés puissent pas venir dire, mais vous, entreprise, vous êtes implanté à tel endroit et vous n'avez pas bien évalué les dangers de nous faire travailler à cet endroit-là si autour il y a ceci ou il y a cela. Et comme l'obligation de l'entreprise, c'est l'évaluation des risques et la sécurité du salarié avec une obligation de moyens renforcée, la créativité est au pouvoir hein, au bout d'un moment. Je pense qu'il faut avoir une démarche la plus large possible. Et c'est pas en ayant une démarche la plus large possible qu'on s'expose, c'est le contraire. Plus on a une démarche large, mieux on se protège juridiquement. Je reprenais l'exemple tout à l'heure de la pollution extérieure.
Si vous êtes à côté d'un périphérique particulièrement pollué ou d'une entreprise qui rejette des polluants, vous n'en êtes pas le responsable, puisque ce n'est pas vous qui êtes émetteur. Par contre, vous êtes responsable parce que potentiellement vos salariés y sont exposés. Donc, c'est au niveau de votre ventilation de vos bâtiments, qu'est-ce que vous avez mis en place pour limiter leur exposition à ce polluant-là, malheureusement, dont vous n'avez pas la maîtrise. Sachant qu'après, il ne faut pas non plus se faire peur en plan juridique, parce que les sujets de commandes de polluants extérieurs et autres, bon, c'est des sujets, c'est soit l'amiante ou des choses comme ça. Donc, mais c'est vrai qu'émerge 10-15 ans après le fait que tel polluant, il est utilisé depuis 20 ans. On sait bien, on savait, alors qu'en réalité, on ne savait pas, c'est au fil de l'eau que les choses se sont sues. Et l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait pendant 15 ans? Et c'est vrai qu'il y a des raccourcis au moment où on prend des positions pour trancher une demande et un litige. Il y a des raccourcis, des photos qui sont faites et l'entreprise s'expose à ce moment-là. Donc, prévoyez large. En fait, voilà. Plus on prévoit large, mieux on se protège en réalité. Quand bien même on n'est pas responsable à la base. Je donnerais un conseil également, hein, faites-vous aider par votre entourage, je dirais, de professionnels et notamment de professionnels de santé, et notamment votre médecin, hein. La fiche entreprise, elle existe, hein, elle est là aussi pour vous orienter sur les risques présents au sein de votre structure. Donc n'hésitez vraiment pas à la demander. On est là pour ça. Et c'est compris dans la cotisation. La cotisation n'est pas que la visite médicale, c'est aussi tous les services annexes. Par exemple, pour notre service à nous, donc 6500 entreprises, 70 000 salariés à peu près, on a 3 ergonomes, 2 hygiénistes du travail, un chimiste et une dizaine d'assistants de santé-travail pour vous aider dans ces démarches-là, quoi. En plus des médecins du travail et des infirmières santé-travail. Merci. J'avais une interrogation, moi, sur deux volets, et notamment dans la mise à jour de ce document unique suite à la crise sanitaire qu'on a connue. Le premier portait sur l'activité partielle, hein. On a eu quand même une explosion du recours à l'activité partielle. Faut-il intégrer, à votre avis, cette question et les risques éventuellement associés à l'activité partielle dans le document unique? Et le deuxième, c'est la vaccination. On en parlait effectivement tout à l'heure. La vaccination étant aujourd'hui principalement et très majoritairement quelque chose de personnel et de volontaire. Ce n'est pas l'entreprise, hein, qui vaccine, mais doit-elle tout de même prendre en compte cette vaccination dans son document unique comme moyen de prévention? Alors, pour répondre à la première partie, activité partielle. Alors oui, bien évidemment, elle a un impact. Elle va en avoir, à mon sens, au moins deux. C'est le changement d'organisation qu'a impliqué l'activité partielle. C'est-à-dire que les personnes pouvaient peut-être être deux avant, elles sont plus qu'une, faire attention à ce qu'il n'y ait pas un travailleur isolé qui traîne quelque part, auquel on ne puisse pas apporter les secours. Elle peut avoir aussi un impact sur la communication. La personne avant était tout le temps présente et puis d'un jour au lendemain, elle est présente que, par exemple, une journée par semaine. Potentiellement, il y a peut-être des informations qu'elle avait avant qu'elle n'a pas et potentiellement qui peuvent avoir un impact en termes de sécurité. Par exemple, un changement de consigne, ce genre de choses de prévention. Et dernier, forcément, ça peut aussi avoir un impact sur la charge mentale, entre guillemets, ou sur la perception des risques, un des facteurs des risques psychosociaux, incertitude, est-ce que je suis vraiment nécessaire à l'entreprise, qu'est-ce qui se passe, ce genre de choses. Donc pour moi, forcément, en soi, elle n'a pas d'impact elle-même. C'est pas parce qu'on est en activité partielle qu'il y a un risque donné, mais c'est tout ce qu'elle implique à côté qui doit être pris en compte. Et là-dessus, par exemple, la communication est extrêmement importante. Qui a eu le droit au chômage partiel, à l'activité partielle,
quels sont les impacts pour l'entreprise, ce genre de choses. Pour rassurer, je dirais, les salariés, c'est extrêmement important. La deuxième question portait sur la vaccination. Alors, encore une fois, effectivement, c'est une démarche individuelle. Alors oui, forcément, elle peut apparaître dans certains services, par exemple les EHPAD. La vaccination paraît totalement logique en termes de mesures de prévention pour les salariés. Pour les autres, ça reste quand même quelque chose de plus personnel et comme par exemple la vaccination de la grippe, hein, on en parlait tout à l'heure aussi. Ça peut être une mesure de prévention de proposer. Par contre, clairement, il faut faire attention à ne pas imposer ou à ne pas que ça soit considéré comme une perception, je dirais, de si je le fais pas, je vais être mal vu par l'entreprise. Faut faire attention aussi à ça dans la façon dont ça peut être amené auprès des salariés. Si c'est un support pour les salariés, bien évidemment, il est bienvenu. Si ça devient potentiellement quelque chose d'imposé ou de perçu comme tel, là, ça peut être dangereux, à mon sens. Mais je ne suis pas un spécialiste, hein. Vous avez coupé votre micro. Merci, merci beaucoup. J'aurais une dernière question sur l'impact du Covid. Alors, non pas pour vous, Monsieur Baumad, ni pour Monsieur Salmon, mais pour Madame Buet. Même si j'imagine que vous y reviendrez tout à l'heure, mais est-ce que la crise actuelle de la Covid-19 a eu, pour vous, un impact sur les réflexions que vous avez eues sur la réforme de la santé au travail lors de la négociation de l'ANI santé au travail? Oui, forcément. On a eu tout le débat, c'est toute la première partie de la niche. Qu'est-ce qu'un risque professionnel et jusqu'où on va sur le risque professionnel. Je souhaite quand même le rappeler, hein, la difficulté de la Covid, hein, c'est un risque sanitaire d'une ampleur inimaginable, puisque même la crise qu'on a connue au préalable n'était pas aussi importante. Et c'est vrai que le document unique, il est mis à jour parce que ça a un impact sur les risques professionnels. Mais la Covid n'est pas un risque inhérent à l'entreprise. C'est là d'où la difficulté de l'exercice. Et on le dit quand même régulièrement. Et on fait aussi attention en ce moment, il y a des discussions autour de l'évolution du décret sur le risque biologique. Et nous, on fait une distinction quand même, parce que comme vous l'avez rappelé, Monsieur Baumann, il y a des métiers où la Covid est inhérent, comme les infirmiers, les médecins, hôpital, EHPAD. Mais pour les autres métiers, la Covid n'est pas forcément un risque biologique. Et puis, il faut faire attention parce que dans le risque biologique, c'est ce qu'on essaie d'expliquer au ministère du Travail, il y a des dispositions qui disent le risque biologique, il faut l'enfermer dans l'entreprise pour pas qu'il s'échappe. Sauf que là, on ne va pas enfermer le risque Covid. Donc, on fait juste attention à ne pas assimiler totalement le risque sanitaire Covid comme un risque biologique inhérent à l'entreprise. Donc, ça, c'est des débats qu'on a actuellement au niveau national. Et donc, on a bien fait la distinction entre le risque professionnel et l'impact de la Covid sur les risques professionnels et les risques sanitaires qui sont quand même sous la responsabilité de l'État. Parce qu'aujourd'hui, les masques et les vaccins, l'entreprise ne peut pas les décider toute seule. Elle est obligée aussi de suivre le PNE. Et c'est aussi pour ça la difficulté. Elle n'a pas pu prendre les initiatives parce qu'elle était contrainte, elle est encore contrainte de suivre ce que lui impose le ministère de la Santé et du Travail. Donc, c'est là que c'est compliqué, puisque vous avez le risque sanitaire qui a un impact énorme sur les risques professionnels de l'entreprise. C'est ça qu'il faut concilier, en fait. Et juste pour répondre à la question qui est passée dans la discussion, les services de santé au travail, oui, ça peut être fait si on avait les doses. Alors d'aujourd'hui, je suis bien d'accord. Oui, ça, mais apparemment, c'est voilà. ce qu'il précisait. Voilà, vous allez en plus. Non, mais ça rentre désormais dans nos missions. Je suis entièrement d'accord. Hein, ça va en tout cas, ça va l'être. Mais par contre, potentiellement, à l'heure actuelle, de toute façon, on n'a pas suffisamment de doses pour pouvoir le proposer. Ça devrait évoluer un peu prochainement, je pense. D'accord.
très bien. C'est une vraie question et je pense que ça pourrait donner lieu à un rendez-vous particulier, la question de la vaccination, avec des questions qui se posent actuellement. Merci beaucoup pour cette présentation sur les DUR et l'impact de la crise sanitaire sur sa mise à jour. Je vais vous proposer ensuite de traiter en fait du DUR et d'une nouvelle modalité aussi, enfin d'une nouvelle modalité qui n'est pas nouvelle, mais qui a été accrue, la question du recours au télétravail dans une partie 4. Toutefois, avant d'aborder ce sujet-là, je vous propose de faire à nouveau une pause de 10 minutes pour que vous puissiez procéder à vos, je dirais, vaquer à vos occupations pendant cette période. Donc, je vous propose de nous retrouver à 10h, à 11h, pardon, pour traiter de cette quatrième partie. Merci beaucoup, à tout à l'heure.